Radio Campus Lille, il est 9h. Something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction. You will be the death of me. Yeah, you will be the death of me. Bury it, I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you murder it. And our time is running out. And our time is running out. You can't push it underground. You can't stop it screaming out. I wanted freedom, bound and restricted. I tried to give you up, but I'm addicted. Now that you know I'm trapped, sense of elation. You never dream of breaking this fixation. You will squeeze the life out of me. Bury it, I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you murder it. And our time is running out. And our time is running out. You can't push it underground. You can't stop it screaming out. How did it come to this? Yeah, you will suck the life out of me. Bury it, I won't let you bury it. I won't let you smother it. I won't let you murder it. And our time is running out. And our time is running out. You can't push it underground. You can't stop it screaming out. How did it come to this? Eh bien, bon matin à tous. Il est 9h04 et 50 secondes très exactement. Vous écoutez l'émission du Cons sur Radio Campus. Merci d'écouter Radio Campus. Merci d'écouter l'émission du Cons. Bonjour Anton. Bonjour Francisco, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, tranquille, ouais. Ça fait plaisir d'être là ce matin, Ouais. d'habitude. Bah, ça fait une petite coupure dans notre semaine, c'est cool. Ouais. Moi j'aime bien. Ça me fait du bien. Bah, faut dire oui que la petite émission du Cons le matin, c'est toujours un plaisir. Tu vois, tu te lèves le matin, t'es content, t'as envie Ouais, d'y c'est aller. ça. Et j'espère que vous, qui vous levez actuellement, allez passer un bon réveil en notre compagnie. Aujourd'hui, plusieurs petites choses. Une grosse chose aussi. On va parler de... Tu te souviens la semaine dernière ? Oui. Ou il y a 2 semaines ? Il y a 2 semaines. Il y a 2 la semaine semaines. dernière. Il y a 2 semaines, on a commencé à parler du sujet de l'évolution des effets spéciaux au cinéma. Je pense qu'on va un peu approfondir le truc cette semaine. Avant tout, Anton, Oui. t'as passé une bonne semaine ? Bah écoute, ma semaine s'est plutôt bien passée. Là, je suis un peu dans un rush
entre guillemets, étant donné que je vais bientôt déménager. Hmm. Dans précisément 2 semaines en fait. Ce qui fait que du coup je dois préparer énormément de choses, je dois faire beaucoup d'organisation, administrativement parlant aussi. C'est toujours un peu compliqué parce que je dois envoyer des lettres, il faut que je passe des coups de fil, il faut que j'achète des meubles aussi. Je me suis retrouvé dans une situation où je passe d'un 21 mètres carrés à un 80 mètres carrés qui fait que globalement j'ai trop de place, donc si je veux je peux acheter des meubles quoi. C'est une idée que je me suis dit, donc j'ai dû faire des plans, un truc avec des... Ah, sympa. Donc c'était sympa. C'est un peu stressant dans le cas où globalement en fait tu dois tout préparer avant le grand jour, mais le moment où ça sera le déménagement et que j'aurai tout placé, tout préparé de ça, je serai tellement content. Puis j'ai eu beaucoup de boulot cette semaine quand même, ça a été assez fatigant. Plus une nouvelle qui n'était pas jouasse, faut l'avouer, le simple fait que j'avais des amis qui étaient cas contact, enfin qui étaient... Aïe. Donc ça m'a un peu stressé, j'ai dû faire des tests aussi pour voir si j'étais cas contact. C'est fou comme... moi pareil, en fait, autour de moi, tout le monde a chopé le Covid. Ouais, et je pense que j'ai fait 4 tests en une semaine. Cette semaine quoi. J'ai eu littéralement 3-4 personnes qui étaient soit qui avaient le Covid, soit qui étaient cas contact. Mhm. Alors je me suis dit, là, tout mon entourage a un peu le Covid ou est cas contact, donc là, ça commence à revenir en grande pompe, comme on dit. Exactement, Donc c'est compliqué, mais ça va. J'ai fait mes tests, je suis négatif. C'est Bravo. une joie de dire qu'on est négatif dans une certaine C'est vrai situation. ça. Je suis quelqu'un de très négatif, moi. Ça. Ouais. Ça me plaît bien, la négation. D'ailleurs, le Covid, c'est pour ça que Martin est toujours pas là. Hein. Ouais. Voilà, il se fait tester aujourd'hui. Croisons les doigts pour que Martin puisse revenir dès la semaine prochaine. Un Ce serait gros chouette. repos, surtout. Et gros repos à Martin et Manon. On vous embrasse. Où vous soyez. Ah oui. Antoine, est-ce que tu as découvert cette semaine des petites choses, des petites pépites, films, séries? Alors, j'ai bientôt terminé la série The Witcher, Ouais. que je trouve incroyable, faut l'avouer. Netflix, du coup. Netflix, ouais. Ok. Pour l'instant, principalement du Netflix. Je suis en train de lire un livre aussi sur la vie viking, sur la façon de penser des... Alors, pas forcément des vikings, parce que c'est très raccourci, en fait, de dire le mot viking. On va dire plutôt les hommes du Nord, comment on dit ça les hommes du Nord en soi. La psychologie germanique aussi, c'est très lié à la Germanie. Ouais. Et en fait, j'ai découvert quoi d'autre j'ai découvert un jeu vidéo que j'ai vraiment envie de jouer, qui parle de l'art en plus, et qui s'appelle The Chart. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Voilà, attends. Si tu veux, Ok, je te parle des trois trucs. Allez. Déjà, The Witcher, ça Witcher. t'intéresse? Oui, The ça Witcher, m'intéresse. déjà, que je trouve être une bonne série. Je suis à la saison 2. La saison 1, au final, m'a étonné, puisque il y a certains épisodes, en fait, qui se déroulent un peu... Je sais pas si t'as regardé la série The Witcher, Oui, j'ai fini, ouais. qui se fait en stand-alone, et j'ai trouvé ça intéressant quand même, parce que je trouve que les épisodes se suivent bien. Il y en a certains qui sont un peu moins intéressants que d'autres, mais je trouve que le fil rouge, de manière générale, est vachement bien développé, et il y a une bonne... Enfin, j'aime beaucoup les personnages, en fait, de The Witcher. L'esthétique est, je trouve, incroyable, et même la réa, il y a des petits effets, genre des effets spéciaux, des effets de plan, même la réalisation des monstres et des personnages, le bestiaire, en fait, est plutôt bien fourni, qui fait que je me suis accroché à la série et j'ai eu envie de regarder du début jusqu'à la fin. Là, je suis à peu près à la milieu, un petit peu plus du milieu de la saison 2, qui du coup a changé. Passe d'un truc de standalone à un fil rouge général avec une histoire qui se développe, je trouve. Ouais, et en exactement. plus, un truc un peu plus fourni aussi, je trouve, en termes d'effets spéciaux et en termes d'effets de caméra et de plans, que je trouve intéressant. Mhm. Donc honnêtement, une très bonne surprise. Et l'OST de The Witcher, franchement, elle est pas mal. Elle est super. The Witcher, alors, pour ceux qui ne seraient pas très très enclins avec tout cet univers, The Witcher, en fait, c'est une adaptation, enfin, la série de The Witcher Netflix, c'est une adaptation de la saga, donc une saga de bouquins qui s'appelle la saga du sorceleur, qui est écrit par, alors ça c'est super dur à dire, Andrzej Sapkowski. C'est polonais, je crois. C'est polonais, Ouais. exactement. Et Il y a la Pologne. oui, non, je ferai pas l'affront de le lire. J'ai le titre devant moi en polonais, je ferai pas l'affront. En gros, ça s'appelle Le Sorceleur. Et c'est une saga de bouquins qui est sortie entre 86 et 2013. Le dernier bouquin 2013. Qui raconte, en fait, l'histoire de Gérald de Rive, Ouais. qui est sorceleur. Donc, un sorceleur, c'est un chasseur de monstres. Oui. C'est un chasseur de primes de monstres, quoi. C'est ça, c'est un genre de mutant dans l'univers de The Witcher. En fait, c'est un mutant qui a subi
du coup des mutations pour chasser des monstres. Ouais. Et donc qui est censé être en soi, c'est même dans la série, c'est un peu un mercenaire qui parcourt un peu le monde pour chasser des monstres à la base. Et de base, le série de livres a été détourné en jeu vidéo, qui a du coup eu sa popularité, je pense, avec le jeu vidéo principalement. Ouais, The Witcher, en fait, il y a eu des lecteurs, hein, il y a eu beaucoup de lecteurs, mais ça a vraiment explosé. Après, il y a eu 3 jeux vidéo qui sont sortis, ça a vraiment explosé avec les jeux vidéo. Et du coup, en fait, les fans du jeu sont allés au bouquin, sont devenus fans du bouquin, parce qu'en fait, l'histoire, c'est plutôt bien fait, parce que l'histoire en fait du bouquin se passe avant les jeux vidéo. En fait, c'est une continuité, quoi. Et là, la série Netflix reprend l'histoire du bouquin, bouquin fantastique. Et j'ai pas lu le bouquin. Alors, mais par contre, de base, j'ai essayé de jouer aux jeux vidéo qui me plaisaient pas énormément. En tout cas, j'ai joué au premier et au deuxième. J'avais eu du mal à accrocher. Par contre, on m'a dit que le 3 était incroyable, donc je pense que je vais essayer le 3 à un moment donné. Et il y a directement, en fait, la série, par contre, m'a donné envie de rejouer un peu aux jeux vidéo, et notamment de lire aussi le livre. Donc je pense que je vais m'essayer. En tout cas, par rapport à The Witcher, ça a été ma découverte, en fait, cette semaine et la semaine dernière. J'ai vraiment accroché à mort à cette série. Et il va falloir que je continue, parce que j'ai pas eu le temps de le continuer. Après, je t'avais parlé aussi d'un livre du coup que j'ai lu sur les hommes du Nord, hein, sur la pensée en fait viking et sur la pensée des hommes du Nord. Et je la trouve intéressante, parce que moi je suis très intéressé par justement le style un peu viking et le style germanique. Et en fait, il y a tout un livre qui a été fait, qui s'appelle l'Edda poétique. Alors, le problème, si je me rappelle plus de l'auteur, qui est en fait justement un genre de recueil qui explique la façon de penser des Vikings à travers leurs poèmes, parce que justement le problème en fait avec les Vikings et ce peuple-là, c'est que c'est plus fait à la voix plutôt que par des grands recueils ou ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup de l'époque c'est des transmissions orales. Et alors d'ailleurs, petite anecdote là-dessus. Alors c'est une demi-anecdote parce que j'ai pas l'info complète. Je sais plus qui a dit ça, mais 9h c'est tôt. 9h c'est tôt. Antoine Lemaire. Ça je sais. J'ai mes rêves. Quand l'écriture, tu vois, s'est démocratisée avec beaucoup plus d'écriture, certains ont dit non mais c'est n'importe quoi. Avec l'écriture, on va perdre toutes les traditions orales qu'on avait, quoi. Donc tu vois. Ça remet, ça me fait rire, parce que ça repart un peu dans le truc que j'avais eu quand j'avais présenté une des parties du livre de Notre-Dame de Paris. T'as tout un texte en fait sur Claude Frodeau qui parle de ça, et notamment qui expose que tu parles avec l'écriture et la transmission orale, avec l'imprimerie et l'architecture. Mais du coup, ce qui est intéressant avec ces peuples-là, c'est qu'ils ont vraiment une façon de penser et une façon de prendre la vie que je trouve plutôt intéressante, parce qu'au final, plutôt que d'être fataliste, ils prennent la vie comme elle est, en disant voilà, on a un destin, on associe ce destin à une lignée, quelque chose qu'on nous a prédit, sauf qu'en fait, on est censé... comment je pourrais dire ça en fait, on a une aura, c'est ce que pensaient du coup les hommes du Nord. Dès à la naissance, en fait, il y a une aura qui est donnée à une personne, et en fait, cette personne, l'aura, c'est lié à ce que les dieux donnent, au miracle, ou quoi que ce soit. Et en fait, avec cette aura, il y a globalement des auras de chefs, des auras du coup de combattants, et en fait, l'aura se perpétue, se garde avec des trucs honorifiques, avec justement des guerres, avec des réussites, des conquêtes. Et en fait, les chefs, par exemple, avaient une aura de chef parce que justement, ils étaient censés montrer qu'ils étaient plus puissants que les autres, qu'ils étaient capables de mener des hommes et de gagner des batailles. Et du coup, s'ils perdaient certaines batailles, ça voulait dire que leur aura, au final, avait été perdue ou qu'ils n'avaient pas l'aura de chef. Et donc, dans ce cas-là, ils étaient soit sacrifiés, soit retransmis, soit ils perdaient leur aura et devaient la récupérer via d'autres conquêtes, ce genre de choses. L'honneur était vraiment important, parce que l'honneur pour les Vikings et pour les hommes du Nord, c'est l'équivalent en fait de leur sacré, en fait. Et s'ils perdent leur honneur, ils perdent leur sacré, donc potentiellement ils perdent leur âme et ce genre de choses. Donc en fait, c'est un livre qui est vachement intéressant, parce qu'il analyse la plupart des écrits, des poèmes, des textes qui avaient été pris en compte, et il essaye de les interpréter, sachant que beaucoup de textes de base étaient écrits par des moines et par des chrétiens, ce qui est du coup différent de la psychologie viking, mais celtes et ce genre de choses. J'espère que je me confonds pas quand je dis mes mots, mais il y a ce truc-là, et il y a eu du coup justement avec... ils essayent justement d'analyser ce que les chrétiens rajoutent dans les poèmes pour
voir si c'est vraiment une bonne interprétation. Et honnêtement, c'est un livre très intéressant. C'est l'Edda poétique de Marc. Alors, je sais plus son prénom, je suis désolé. Vous marquez l'Edda poétique, je pense directement sur Google, vous allez trouver le nom. Si tu peux m'aider sur ça, Francisco, vu que tu as accès à un ordinateur. Eh oui, j'y suis. Et d'après, moi j'ai Régis Boyer. Régis Boyer, Régis c'est Boyer. exactement ça. C'est un très très bon livre, un des meilleurs en fait qui a été fait justement sur l'histoire viking. Ok, date de parution 1260. Alors ça c'est il a été modifié Ok. enfin, c'est un truc plus récent en fait. Un ensemble de poèmes norrois. Voilà, c'est Norrois, du coup. Norrois, voilà, tout à fait. Des Norrois. hommes du Nord. Les hommes du Nord. Ok, donc l'Edda poétique, belle découverte. Bah honnêtement, essaye, tu verras, c'est intéressant. C'est quoi, j'essayerai et peut-être on en rediscutera. Et dès que je l'aurai fini, je pense que au même titre que Notre-Dame de Paris, je donnerai un petit avis dessus. Oh, super. Et du coup, j'avais dit le troisième truc, le jeu vidéo. Oui. Ce chart. Comment t'écris ça? Alors, S-U-C-H-A-R-T. Et en fait, le but, c'est justement d'être un artiste. C'est-à-dire que globalement, c'est un jeu un peu dans un univers futuriste, et c'est une genre de simulation de création de tableaux, de peintures et de dessins. Et en fait, l'intérêt, c'est que t'es un artiste, entre guillemets, un peintre. T'es dans un gros atelier avec plein de matériel, ça soit de la peinture, de la brosse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est super bien développé, parce qu'en gros, on te passe des commandes. L'intérêt de tes commandes, c'est de dire, bah voilà, j'aimerais un dessin de la Terre avec des extraterrestres ou une licorne, un truc comme ça. Toi, de ton côté, tu dois faire les tableaux qui t'est demandé. Tu gagnes des niveaux de réputation, et plus tu gagnes des niveaux de réputation, plus tu gagnes des équipements qui peuvent être utilisés pour faire de la peinture. Et alors j'ai vu en fait un moyen de créativité qui était super bien développé à travers ce jeu, parce que globalement tout ce qui est nuances de couleurs, tout ce qui est effet en fait lié à par exemple de l'aquarelle ou l'effet eau, des pochoirs, même des textures justement utilisées dans le domaine de la peinture sont retranscrites dans ce jeu, et il est super bien développé. En fait, ça m'a fait un peu l'effet ce jeu-là, de l'effet de Half-Life 2 au niveau du moteur que tu peux utiliser quand tu utilises les objets sur Half-Life 2, qui est vachement bien développé et qui t'étonne quand tu essayes de, par exemple, prendre des objets, de les placer à un endroit, voir si ça va bouger ou si ça va pas faire bugger le jeu. Et le jeu, il est super stable sur ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux créer ta propre galerie, tu crées tes propres dessins, et déjà, c'est l'intérêt, en fait, c'est d'être un peu créatif sur ça. Bah oui, c'est parce que là, comme tu l'as dit, j'ai un petit ordinateur, donc j'ai regardé un peu le principe, et ça a l'air d'être assez complet. T'as pas mal d'outils, et ça a l'air de correspondre un peu à... Ça a l'air de bien fonctionner dans le sens où chaque outil a son rôle, a sa spécificité, et ça a l'air vachement intéressant. Donc ce chart, S-U-C-H-A-R-T. Voilà, c'est le jeu que j'ai découvert cette semaine, et je vais poncer comme never, comme on dit. Ah, bravo. Mais ça va être incroyable, et je vais essayer de faire des peintures dessus, peut-être des idées de stream aussi dessus, ça pourrait être sympa. Ah, stylé. J'aimerais bien. Chouette. En tout cas. Carrément. Non, Carrément. pour le déménagement. Courage pour ce déménagement. Et toi, du coup, Francisco, tu as découvert des choses Cette semaine, j'ai découvert... Alors, en ce moment, je suis à fond dans le mockumentaire. Tu sais, c'est le mockumentaire, c'est comme un documentaire, mais c'est fictif. Ah, C'est-à-dire que c'est la manière de filmer d'un documentaire, ça va venir faire des petites interviews, etc. Mais en fait, c'est fictif, quoi. C'est scripté de A à Z, et ça fait une série, quoi. La plus connue du mockumentaire, c'est The Office, qui raconte l'histoire. C'est une équipe de tournage qui suit un bureau de vente de papier, et qui suit leur quotidien, tu vois, de travail. Et t'as rien d'autre dans cette série à part eux au bureau, quoi. Et The Office, je connaissais il y a longtemps, et j'ai recommencé à regarder ça, et je me suis intéressé un peu au mockumentaire parce que je trouve que c'est un média qui est très intéressant, tu vois, dans la manière de faire, etc. Et comment est-ce que tu aussi en tant que comédien, comment est-ce que tu joues ce non-jeu? Oui. Donc ça, c'est toutes des questions que je me pose. Et donc après, j'ai découvert Borat, que je connaissais pas. Borat, en fait, c'est pareil, alors c'est un pays fictif. C'est une personne d'un pays fictif qui vient aux États-Unis, pays de l'Est, tu vois, qui vient aux États-Unis pour espionner, entre guillemets, les coutumes des pays occidentaux et la culture américaine. Comment? Capitaliste, exactement. Et donc ça, c'est un peu tourné en caméra cachée, c'est un peu tourné en mockumentaire. Enfin, c'est des adresses directes caméra. Il y a aussi d'autres documentaires que j'ai découvert qui est super. C'est Trailer Park Boys. Donc ça, c'est l'histoire de trois gars
3 gars dans un trailer park. Du coup, au Canada, c'est un camping annuel. Enfin, tu sais, c'est les gens, ils vivent dans des mobilhomes et caravanes. Oui, C'est ça le trailer park. d'accord. Et en gros, c'est voilà, une équipe de tournage qui suit ces 3 gars-là qui vont en prison un peu tous les 2 mois, quoi, parce qu'ils font n'importe quoi. D'accord. Et là, ce documentaire français, je me suis dit, qu'est-ce qu'on a en France, nous, en documentaire? Et là, je suis tombé sur La Flamme. La Flamme, qui est une série Canal+, avec Jonathan Cohen, dans le rôle principal. Et en gros, c'est une parodie de... Alors, ça, Pauline m'a dit ça, moi je connaissais pas du tout, c'est Bachelor. Ah oui, Tu c'est sais, cette émission de télé-réalité où t'as un homme les prétendants. et 13 femmes. Ouais. C'est ça, et tu vois, il y a des épreuves pour les femmes. Et à la fin, l'homme élimine une femme par jour. Mm. Donc c'est ignoble déjà. Oui. Bon, il faut le dire. J'aime pas quand C'est horrible. Mais ils en jouent, tu vois, parce qu'ils le disent au début de l'émission. Ils disent, voilà, dans la vraie vie, un homme qui juge 13 femmes passerait pour un gros dégueulasse. Bien évidemment, ce n'est pas la réalité. Bienvenue dans cette télé-réalité. Et tu sais, c'est une fausse émission de télé-réalité, c'est filmé comme une émission de télé-réalité, c'est des vraies adresses caméra, c'est des vraies adresses comme si c'était un vrai jeu, tu vois. Il y a les épreuves, il y a le truc final, tu sais, à la Koh-Lanta, enfin, un vrai truc télé-réalité, quoi. Si on sait pas que c'est un documentaire, On peut tomber dans le jeu. c'est quoi. ça, t'enlèves le côté un peu absurde, tu dis, ah ouais, ok, d'accord. En fait, c'est séduction, tension, Netflix, enfin, c'est une vraie télé-réalité, quoi. D'accord. Et donc, c'est Jonathan Cohen qui a le rôle de l'homme. Et alors, j'ai pas tout le cast en tête, mais c'est formidable. Parce que tu vas avoir des petites apparitions. Il y a Pierre Ninet, il y avait Ramsey, il y a Florence Foresti aussi, etc., etc., etc. Il y a plein de guests françaises en vrai ça fait plaisir de tous les voir réunis. Et donc en fait, l'histoire de La Flamme, c'est ça, c'est un homme, 13 prétendantes, qui se battent en duel dans des épreuves pour remporter un date avec le gars à la fin de chaque journée. Le gars élimine une femme et en fait c'est formidable. C'est vraiment très drôle, c'est un humour très absurde. Moi c'est un humour qui me plaît beaucoup. Jonathan Cohen, qui est un acteur très absurde, qui est très très drôle, même au naturel, hein. Il a fait plein de choses. Jonathan Cohen, il a fait aussi série française qui est super, Family Business. Alors je connais de nom, j'ai jamais regardé. C'est sur Netflix, c'est français et c'est génial. C'est l'histoire de une famille une famille de bouchers. En fait, le fils, donc joué par Jonathan Cohen, ne veut pas reprendre la boucherie, mais ils apprennent que le cannabis va être légalisé. Du coup, avant qu'il soit légalisé, ils préparent tout pour faire la bûcherie, donc une boucherie, coffee shop. Sauf que bien évidemment, au final, c'est jamais légalisé et ils se retrouvent dans la merde. Le concept est plutôt pas mal. C'est formidable. Et donc j'ai découvert La Flamme, que je vous conseille. Vous pouvez retrouver ça sur MyCanal, Canal+. C'est un très bon moment. C'est absurde, c'est l'humour absurde. Mais en fait, ta description me fait penser à deux choses. Déjà, on en a déjà parlé, mais effectivement, les parasites, avec justement le concept de l'effondrement. Mhm. Du coup, ça serait un peu équivalent, vu que c'est généralement tourné comme un documentaire fictif sur l'effondrement. Et notamment, ça me fait penser aussi à une chaîne YouTube, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Le Monde à l'envers. Ah oui, bien sûr. Et Le Monde à l'envers fait souvent ça, des parodies de documentaires de télé-réalité, Ouais, parodie d'émissions télé aussi, où exactement. justement ils incarnent leurs personnages toujours totalement loufoques, décalés, pour donner certaines situations, voilà. Mais ça me fait penser à ça. Et c'est vrai que c'est toujours rigolo en fait quand t'as le contexte du second degré. D'avoir tu sais, cette émission qui se fait avec du coup des acteurs, tu sais très bien, qui ne sont pas sérieux, et ça rend je trouve les actions plus risibles, enfin Mais bien les sûr. scènes plus risibles. Et en fait, c'est de l'absurde pris au premier degré pur, quoi. Ouais. Et joué au premier degré pur. Et c'est formidable. Parce Ouais, que, c'est bien. en fait, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que de l'absurde joué au premier degré. Le gars, il y croit, quoi. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est ça, c'est que j'ai souvent eu cette discussion avec les personnes qui regardaient de la télé-réalité premier degré, de dire, bah moi je le prends au second degré. Et en fait, c'est drôle, parce que bah, du coup, tu prends un truc qui est de base pris souvent au premier degré, qui est là, du coup, vraiment joué au second degré, et tu le prends vraiment au second degré. Donc, Il y a beaucoup de degrés, ouais. c'est chaud. Là, on arrive au 46e degré et on va commencer à se Là, filer des c'est coups de chaud. sang. Mais oui, donc, alors, à retenir, on a l'Eda Poétique, on a Sachart, on a The Witcher. The Witcher sur Netflix. On a, allez, je le balance, Family Business à regarder, les amis. La C'est une Flamme série aussi. française, La Flamme. Voilà. Netflix, Canal+, et support papier, l'Eda Poétique, voilà. Je vous propose, mon cher Anton,
de faire une petite pause musicale Ah ouais, avant d'entrer dans le vif du sujet des effets spéciaux au cinéma. On va écouter, la semaine dernière, on en a parlé. Voilà, c'est notre, Anton et moi, notre musique préférée du dernier album de Orelsan, c'est Baise le Monde. On Allez. écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Meilleure soirée, meilleure vie. Que des mannequins, c'est sûrement la Fashion Week. Que des mannequins au bord de l'anorexie. Influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées sélectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de corail sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. Nouveau week-end, nouveau flow, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Ouais, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveille, frère? C'est quoi ce survêt? Il sort 12 survêtes. Un indien payé 2 € par jour plante une graine qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres, ça donne 1 kilo de coton qu'il expédie en Chine, où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme, le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, yeah, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits, yeah. 200 km jusqu'à la sérigraphie, yeah, pour mettre le logo d'un designer méga riche, yeah. Qu'écoutent des mecs qui ont payé une grande école, qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses. Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom. J'arrive dans la boutique en fin d'après, mais je vois ce putain de survêt, il est soldé. Je vais pouvoir flex à pas cher, et putain y'a un mec dans la soirée calme même, ça valait pas la peine. Nouveau survêt, je suis sur mon 31. C'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baise le monde. Baise le monde, baise le monde, baise le monde. Nananana. On est de retour. C'était bien, j'aime bien Orelsan. D'ailleurs, il y a Orelsan dans La Flamme, voilà. Ouais, C'est non, dit. mais- C'est dit. Très très bon rappeur, hein. Moi, Orelsan, c'est une révélation. J'aime beaucoup. Révélation, ouais, super. Anton, l'année dernière, non. Il y a 2 semaines, je veux dire l'année dernière, on a parlé de... Non, pas du tout, il y a 2 semaines, on a parlé du coup d'effets spéciaux. Et moi, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus sur, entre gros guillemets, l'histoire des effets spéciaux au cinéma. C'est pas vraiment l'histoire, on va pas vraiment faire l'histoire des effets spéciaux parce qu'on n'est pas assez spécialiste là-dedans. Oui. On n'est que amateur. C'est ça. Et du coup, on va pas se dire histoire, mais on va dire, en tout cas, petite discussion sur les effets spéciaux au cinéma. Ok. Tu veux partir sur plus quel angle? Angle technique, angle peut-être niveau acteur, angle... Alors, acteur, moi, j'ai fait des recherches et j'ai des erratums à faire Ok. par rapport à tout ce qu'on a dit Mhm. il y a 2 semaines. Je Et te- avant, je te-
Avant, moi j'ai envie de te parler de Georges Méliès. Ah oui, Georges Méliès. Oui. Je connais. Tu connais Un peu. Georges Méliès, qui est Georges Méliès? Georges Méliès, c'est un réalisateur de films français et surtout illusionniste. Il est prestidigitateur, il est magicien. Du coup, tu sais, c'est prestidigitateur, c'est on fait des illusions qui font croire à des choses, attirer l'attention vers un autre, et hop, on change quelque chose. Magicien, quoi. Mhm. Il profite d'une donation de son père, qui était industriel dans la chaussure, pour devenir propriétaire et directeur du théâtre Robert Houdin. Et donc, avec ce théâtre-là, il va commencer à améliorer sa carrière de prestidigitateur jusqu'à découvrir avec émerveillement les images photographiques des frères Lumière. Oui. Tu sais. Et ensuite, il va mettre en œuvre toutes ses connaissances en prestidigitation pour les faire traverser l'écran et en faire en fait des effets spéciaux. En fait, Méliès, c'est la première personne à utiliser des effets spéciaux. Le principe des effets spéciaux. Yeah. Les premiers trucages. Est-ce que tu as du coup justement une description, parce que j'ai cherché justement moi de mon côté, la définition justement de ce qu'était un effet spécial. Un effet spécial. J'ai pas la définition nette d'un effet spécial. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à faire la définition, mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'un effet spécial au cinéma? C'est en gros, entre gros guillemets, un trucage qui va donner une illusion de quelque chose. En fait, quelque chose qui ne se passe pas pendant le tournage va se passer à l'écran. Voilà, c'est une ça. explosion, par exemple. C'est ce que j'ai regardé de mon côté. En fait, c'est des techniques utilisées au cinéma, ou alors dans le principe de la vidéo, pour créer des illusions d'action, de simuler des objets, des environnements ou des personnages qui n'existent pas dans la réalité. Exactement. Voilà, c'est de l'incrustation que tu peux faire dans un plan. Et aujourd'hui, tout est numérique, parce qu'on a les capacités, on a les moyens de le faire même très bien. Mais à l'époque, en 1840, on n'a pas tout ça, en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, on utilise les pellicules, et on va modifier directement la pellicule. Ou on va jouer avec comment est-ce qu'on travaille la pellicule. Par exemple, le cut. Tu vois, quand on cut l'image, aujourd'hui ça paraît très simple, mais là, Méliès a eu l'idée on va faire disparaître quelqu'un. Ok, comment est-ce qu'on fait disparaître quelqu'un? Premier plan, tu prends une femme sur une chaise, le magicien arrive, pom pom pom, on met le drap sur la femme. Deuxième plan, on enlève le drap, petit effet de fumée, plus rien. Comment est-ce qu'on a fait? En fait, c'est très simple, on a coupé la caméra. Premier plan, femme sur la chaise, on met le drap, cut, on enlève la femme, on laisse le drap. On colle la bande, et paf. Magie. Premier trucage du cinéma. Alors, il faut savoir aussi que pour Méliès, c'est aussi le premier cinéaste à utiliser un storyboard, donc à dessiner comme on va très grossièrement, des cases de BD pour dire ok, cette action-là, cette action-là, cette action-là. Comme ça, on sait quel plan on utilise, on sait qu'est-ce qu'on fait. Et c'est aussi lui qui a fait construire le premier studio de cinéma en France, dans la propriété de Montreuil, dont son père l'avait également légué. C'est incroyable. Ouais. Quel homme. Mais tu sais, je me suis renseigné de mon côté par rapport à l'effet d'un autre effet qui a été utilisé aussi pendant le temps de la pellicule et qui a très bien été évolué. C'est l'effet du fond vert. Parce qu'on en parlait la dernière fois. Ouais. Sache que même pendant un temps de pellicule, on avait la possibilité alors une évolution un petit peu plus... des années un petit peu après, justement quand on a travaillé sur ça, créer un effet de fond vert sur des objets pour pouvoir les incruster dans la pellicule. Le but, c'était justement en fait de prendre un objet, de le mettre à travers un fond de couleur, du coup vert, parce que c'est la couleur qui reflète le plus la lumière, et donc potentiellement avec la lumière, c'est intéressant pour faire une belle couleur. Ensuite, de ce fond vert, on ajoutait un effet chromatique pour transformer ce fond vert en noir, et un autre effet chromatique pour transformer ce fond noir en fond transparent. Ce qui faisait du coup, ça retirait directement l'objet de la pellicule, et tu avais seulement l'objet tout seul. Et en fait, à partir de là, on l'incrustait dans la pellicule, et on le faisait bouger, tout ça. Et en fait, le fond vert a connu énormément d'évolutions.
Notamment, on est passé de juste un petit peu d'incrustation avec des trucs de pellicule à du fond un peu plus numérique. On pouvait directement retirer le vert en fait de l'image et incruster un objet directement et le faire bouger, et le faire. Il y a une très belle évolution au niveau du fond vert. C'est passé de base de 1800. Je crois que la première création du fond vert c'est 1840. Il me semble, et on est passé de 1840, donc c'était vraiment très, très basique. En 50, où ça a été évolué justement pour faire du cinéma. Parce que de base, le premier fond vert, c'était utilisé pour des spectacles comme du théâtre. Donc, globalement, en fait, on projetait les ombres des acteurs sur le fond vert pour faire justement un effet ombre et faire des spectacles d'ombre. Et c'est passé justement, ça a été utilisé par le cinéma, c'est passé du fond vert aussi à un fond bleu. Parce que maintenant, globalement, on utilise soit le fond vert, soit le fond bleu. L'intérêt du fond vert, c'est du coup, c'est mieux pour la lumière. Le fond bleu, c'est plus facile pour justement les effets numériques. Sauf que le problème avec les fonds bleus, c'est qu'il peut y avoir des petits soucis au niveau des cheveux et en fait dans les détails. Du coup, ça peut rajouter certains effets. Et maintenant, c'est surutilisé, le fond vert. On arrête d'utiliser justement des outils de pellicule, on utilise beaucoup plus du numérique, donc des ordinateurs en fait, pour transformer l'image. Mais je trouve ça incroyable justement que même les effets spéciaux, dès le début, le fond vert a été utilisé en fait. Dès le début de la pellicule, en fait, je m'y attendais pas du tout. Eh ben alors, tu m'apprends quelque chose, parce que je m'y attendais pas du tout non plus. C'est le petit histoire du fond vert qui est assez intéressante. Ouais. Mais alors, du coup, moi, en faisant mes petites recherches hier, je suis tombé sur plein de choses qui étaient vraiment formidables. De me dire, tu vois, on en discutait il y a 2 semaines, mais cette imagination qu'on avait, et comment est-ce qu'on fait ça ? On sait pas, on n'a jamais... Tu vois, par exemple, je reviens sur Méliès, comment est-ce qu'on représente la Lune, tu vois ? Le premier voyage sur la Lune, le premier film de science-fiction, c'est Méliès. Et comment est-ce qu'on représente tout ça ? Comment est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est tout con. Enfin, tu vois, il y a l'image classique de la Lune qui prend le missile, la fusée dans l'œil. Il fait mais tu sais, t'as juste la personne, t'as de la pâte, t'as du latex, hop, tu viens coller ce truc-là sur toi. Et t'as l'acteur qui joue la Lune qui fait une grimace. Et ensuite, comment est-ce que tu représentes la Lune, tout ça, etc. Et donc les costumes grandiloquents, les décors en matte painting. Du coup, une technique aussi qui a été très utilisée pendant longtemps et très utilisée par George Lucas pour sa création La Guerre des Étoiles, Star Wars 1977. Et donc, voilà, tu vois, j'ai une petite transition qui se voit à peine. Qu'est-ce que le matte painting et pourquoi ça a été utilisé autant par George Lucas, qui est lui-même un des fondateurs, du coup, d'ILM, Industrial Light Magic, qui va se spécialiser dans les effets spéciaux. En fait, grâce à ILM et grâce à George Lucas, et grâce aussi au succès de La Guerre des Étoiles, on va avoir une avancée assez formidable dans les effets spéciaux numériques. Donc le matte painting, c'est quoi ? En gros, ça consiste à peindre sur une toile un décor, et en fait, avec des effets de caméra, en faire quelque chose d'énorme. Ah oui. C'est-à-dire, tu vas peindre l'intérieur d'un vaisseau avec 20 000 troupes, et ensuite, tu tends ta toile, et avec la caméra, tu vas autour de la toile, tu fais en sorte que la perspective soit bonne, et tu as un effet qui est quasiment net. Charlie Chaplin, du coup, utilisait aussi cet effet. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as déjà vu cette scène de Charlie Chaplin où il fait du patin, tu vois, et qui fait du patin dans un magasin en construction, et qui a un énorme vide, tu sais, et il a les yeux bandés. Oui, voilà. Je m'en rappelle. En fait, cet énorme vide, c'est de la peinture. Et c'est un effet qui a été très utilisé jusqu'à George Lucas, avant qu'il pète un plomb, parce que George Lucas à un moment donné a pété un plomb et est passé au numérique total. Et d'ailleurs, il a même refait sa trilogie originale de Star Wars pour tout refaire en numérique. Il y a toute une blague sur ça dans un épisode de South Park, où en fait, il parodie le principe des aventuriers de l'Arche perdue. Et en fait, c'est George Lucas et Steven Spielberg en fait qui veulent absolument tout renumériser et en fait justement ils veulent enterrer les films originaux des aventuriers de l'Arche perdue pour tout changer en numérique et transformer par exemple les flingues, je crois que c'est en baguettes de pain, un truc comme ça, parce qu'il faut changer les flingues en baguettes de pain, et puis voilà, il faut rajouter plus de numérique. Et c'était très très drôle, très bon épisode de South Park.
je trouve. Mais South Park en général, très bonne série, assez parodique et qui tabasse bien un peu tout, Oui. tout ce qui bouge. Et, L'actualité, généralement, il prend cher. avec ouais, South c'est assez Park, hein, formidable. South Park, disponible sur Amazon Prime Video. Voilà, je le dis. Et un peu sur Netflix aussi, Ah, certaines ouais. saisons. À partir de la saison 16 Mais toute la saison 1 est disponible sur Amazon Prime Video. de toutes les saisons. Bah, j'achète en fait. Bah, j'ai pas envie de faire de la pub pour Amazon, mais c'est dit. Après, non, j'allais dire le streaming, mais c'est pas très légal. Ouais, c'est pour ça. Acheter les DVD. On passe du coup aussi du matte painting à comment est-ce qu'on crée un dinosaure. Ouais. Comment est-ce qu'on fait des créatures, donc à part des costumes, et comment est-ce qu'on fait des grosses créatures. Donc on passe sur des vieux films de stop motion. Donc stop motion, qu'est-ce que c'est? On prend une structure de personnages entre gros guillemets pâte à modeler, c'est pas de la pâte à modeler, mais en sculpture souple, et on les bouge petit à petit, photo par photo, on les prend, et ensuite on assemble les photos, en fait comme une caméra, on assemble les photos très vite, ce qui fait un mouvement. Oui. Donc au début on avait ça, et ensuite on est passé sur des dinosaures à taille réelle. Je parle de Jurassic Park, qui est une des plus grosses avancées aussi, Oui. qui a donné naissance à beaucoup de studios d'effets spéciaux, et Jurassic Park a utilisé des animatroniques, donc c'est des robots géants, en fait, qui jouaient en même temps que les acteurs, donc c'était un vrai truc palpable. T'avais le T-Rex qui était présent, quoi. Un robot télécommandé. Mais c'est incroyable déjà d'avoir réussi à développer des outils technologiques pour créer justement des animatroniques et rendre justement ces animatroniques entre guillemets grandeur nature et fluides dans leurs mouvements pour pouvoir que ça passe très bien à la caméra et que ça passe très bien. C'est une très bonne avancée, je trouve, le principe des animatroniques, l'utilisation justement de la technologie pour créer des objets et pour rendre ça à la caméra. C'est ce qu'on disait justement à la différence avec le principe des effets spéciaux au fond vert où tu fais de l'incrustation. Là, tu passes sur quelque chose de plus réel, de plus organique en fait que justement une incrustation fond vert. Exactement. Et on passe ensuite de l'organique, du réel, à des choses beaucoup plus numériques. En vrai, L'incrustation. à l'incrustation, en fait, on y repasse toujours, mais de manière différente. Et là, on est arrivé à un moment donné à une période, et c'est là où je voudrais faire l'erratum de ce que j'ai dit il y a 2 semaines. On arrivait à une période où il y avait beaucoup de fonds verts, beaucoup de fonds bleus. Avatar, James Cameron, par exemple, c'est... Alors, peut-être je me trompe, mais c'est pas uniquement numérique. Oh, c'est une bonne question. Je t'avouerai que je ne sais pas. Une bonne partie est numérique, je sais. Ouais, pour tout ce qui est sur la planète Navi, avec les petites créatures bleues, ça me semble complètement numérique. Une image 3D, quoi, créée par ordinateur. Et en fait, on est arrivé à un moment donné où beaucoup passaient par le numérique. Et donc, cette histoire que je racontais il y a 2 semaines de Le Hobbit, où l'acteur qui jouait Gandalf, qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, où les décors étaient en taille réelle, les décors étaient en Nouvelle-Zélande. Donc, quand les gars ils couraient dans une montagne, ils couraient vraiment dans une montagne. Quoi. Et là, ils passent de ça, on court vraiment dans une plaine, on escalade des montagnes, etc., à on est dans un studio, enfermé, pendant 8 heures, et on tourne sur des choses qu'on ne voit pas, parce que c'est du fond vert, c'est que de l'imagination. J'ai dit, voilà, on a discuté la semaine dernière de ça, on a dit c'est un peu horrible en vrai. Enfin, je trouve ça difficile, moi je trouve que c'est vraiment difficile pour un acteur de devoir jouer comme ça. On est parti sur un constat un peu négatif, mais il s'avère que, en discutant avec un ami dans le milieu, qu'en fait, de plus en plus, on revient à quelque chose de plus tangible, tu vois, de moins fond vert. Parce que il y a aussi cette nécessité, on s'est rendu compte qu'en fait, un vrai truc, c'est aussi un vrai truc. Oui. Tu vois, ça coûte moins à faire en numérique, en même temps, ça coûte peut-être plus cher en décor, mais il y a quelque chose de tangible, quoi. Oui. Il y a quelque chose de même à l'écran qui passe mieux. Donc petit à petit, on est en train de revenir sur des systèmes qui mélangent qui mélangent mieux en tout cas le numérique et le physique, quoi. Ça me fait penser justement à certains films, notamment dans beaucoup de films, lorsque tu fais des environnements, c'est cette méthode-là qui est utilisée.
T'as par exemple l'environnement d'une grande forêt pris en drone ou alors via un autre style de captation d'image. Et en fait, derrière, ils incrustent directement dans l'image un château, un environnement, une sous-couche en fait d'images qui fait penser à un univers plutôt heroic fantasy ou un univers totalement différent en fait, à partir de quelque chose de réel, d'un vrai paysage réel. Ils incrustent un paysage non réel et ça s'incruste bien et ça passe très bien en fait ce procédé-là, mine de rien. Avec les méthodes de CGI, exactement. Voilà, tout à fait. Qui font des belles incrustations 3D qui fonctionnent super en fait. Et il y a un retravail complet du coup de la lumière. Par contre, qui est un travail assez phénoménal, quoi. Oui. Sur des grandes productions, tu dis, okay. C'est une autre pensée, en fait, ils pensent autrement maintenant, et ils se préparent au niveau de la lumière, oui, effectivement, ça doit être plus coton. Ouais, c'est des travaux, moi j'ai vu hier, j'étais avec un ami hier qui, lui, travaille dans le jeu vidéo, tu vois, il est programmateur, il est en études de programmation et de codage, et il travaillait hier la lumière. Mm-hmm. Et ça m'a vachement intéressé, en fait, c'est super dur. Ah bah oui. Mais c'est super dur parce que c'est super complet, en fait. Et que c'est des outils qui fonctionnent vraiment et que tu as une vraie simulation de lumière. En gros, tu crées ta base 3D de ton décor et tu as ta lumière, en fait. C'est à toi de régler l'intensité, la position de ta lumière. Qu'est-ce que tu mets comme lumière aussi. En fait, c'est comme un studio, en fait. C'est un travail de chef-op. Bah, je trouve ça dingue. Tu sais que la lumière, je me suis posé cette question-là de la façon dont c'était fait. Ben justement, et The Witcher. Quand j'ai regardé The Witcher, je trouve qu'il y a certains plans où la lumière, elle est super bien travaillée. Il y a un effet que je trouve compliqué à mettre en lumière. Alors, je pense, parce que je m'y connais pas vraiment, mais c'est l'effet un peu feu. Un peu lumière via des torches ou lumière via une cheminée à simuler, sachant que tu as de l'ondulation de lumière qui se fait, qui peut être donnée sur les ombrages. Ça doit être vraiment compliqué à mettre en place et à créer en fait. Mais alors ça, tu serais étonné parce qu'on a une évolution, il y a eu une évolution dans la lumière aussi qui est assez énorme. Et donc, alors, au niveau des torches, je me demande si c'est pas des vraies torches, toi, qui tiennent à la main. Ouais. Mais au niveau de tout le reste de feu, etc., d'éclairage, comme ça, il y a moi j'ai vu des trucs, Antoine. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Non, il y a des spots et des lumières qui simulent, en fait, via une IA, à l'intérieur, tu vois, une vraie ondulation aléatoire de feu. Et tu fais, ok, c'est super, quoi. Mais c'est trop bien, en fait. Et je trouve que le fait d'associer numérique et physique, c'est un très bon parti pris, en fait, parce que faire trop numérique, ça me paraît, bien que t'as des métiers maintenant, des autres sous-métiers qui ont été créés vis-à-vis de ça. On parlait un petit peu avant le début de l'émission, tu disais que justement, tu avais déjà vu des procédés. Je sais pas si tu veux en parler. Ouais, on va en venir. Bah, justement, j'allais en venir. Je dis rien de plus, alors. Alors, pour terminer sur ce truc-là, de ce petit erratum de aujourd'hui, on essaie de passer de plus en plus au physique et mélanger comme il faut. Il y a quelque chose qui s'est développé avec la série Le Mandalorian, série Star Wars sur Disney+, produite par Disney du coup, qui mélange assez habilement le numérique et le physique. Et en soi, c'est, imaginez-vous, un grand studio et un écran incurvé géant derrière le décor qui fait le fond, en fait, sur une image numérique très bien faite, avec des proportions qui sont assez formidables. Un écran qui est d'une qualité exceptionnelle, du coup qu'on voit pas, tu sais, dans les écrans géants, tu sais, quelquefois tu vois le RGB, tu vois les pixels, etc. Là, tu vois rien. Et au sol, du coup, le vrai décor. Autour, tu sais, devant, en premier plan, des arbres, de la terre, un décor, quoi, un vrai truc. Et derrière, du coup, animé en temps réel, l'écran qui fait le décor en numérique. Donc en fait, tu as un premier plan pour l'acteur de décor réel, et derrière, tout ce qui est dans le fond, c'est un écran qui le fait en temps réel. Et en fait, la caméra filme, et du coup prend assez habilement, du coup tu vois pas la délimitation entre le sol et l'écran. Mm-hmm. Et en fait, la caméra filme l'acteur en premier plan, le vrai décor, et derrière, t'as le décor immense de la plaine, etc., qui est retranscrite sur un écran. Et je trouve ça formidable. Bah, en fait, c'est ce que je disais, du coup,
avant le début de l'émission. En fait, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue justement vis-à-vis du making-of du JDG, le joueur du grenier sur YouTube. Il a eu son même truc quand il a créé son studio et il a acheté ses locaux. Il a fait toute une salle entièrement remplie en fond vert avec une caméra via un système de... C'est le même système que les Oculus Rift, je crois. Où en gros, tu as des capteurs qui détectent la caméra et en fait, à travers les capteurs, la caméra en fait sait précisément filmer et se situe dans l'espace. Et en fait, il a fait la même chose. Il a pris un développeur qui a développé tout un décor dans l'application Unreal Engine. Je sais pas si tu connais l'Unreal Engine, qui est souvent utilisé pour C'est un les moteur, jeux vidéo, c'est ça. moteur graphique. un moteur physique gratuit, pas gratuit, n'importe quoi, un moteur physique. Gratuit. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit c'est gratuit. Moteur physique, du coup, 3D, etc. Et pour la c'est- modélisation. C'est Adobe, je crois. Unreal Ah, non, là, c'est Unreal, Unreal. c'est Unreal. Clairement pas Unreal. Adobe. Et ben en fait, ce truc-là, il avait montré dans la vidéo. Il a créé tout un décor entièrement science-fiction, en fait, style un peu cyberpunk, où il a ajouté. Enfin, la caméra en fait est en 3D et en fait, elle peut tourner tout autour du décor. Et en fait, vraiment, tu vois sur l'écran le décor qui est projeté et sur du coup dans le physique le fond vert avec la caméra vraiment qui est dans l'espace et qui est vraiment bien captée. Et en fait je trouve la façon de faire, alors je trouve que le truc du Mandalorian est plus utile parce que vraiment en termes d'actoring ça m'a l'air plus facile et c'est plus concret aussi, c'est meilleur. Mais ce genre de procédé en fait existe et c'est une bonne association en fait entre numérique et décor, voilà, c'est un bon moyen aussi rapport qualité-prix parce que des fois les effets numériques sont chers, les effets de décor aussi sont très chers, donc autant pour faire tout un plan 3D, enfin tout un environnement 3D avec une caméra qui tourne en 3D quoi. Alors, attention, là, tu vois, alors, là, c'est ce que je dis dans Mandalorian, ça s'appelle la technologie Stagecraft, pardon. Ouais. Stagecraft. Et, en fait, ça coûte 15 millions Oui. de dollars par épisode. C'est Ouais. surtout que T'as 9 épisodes dans la c'est en train première d'être saison. développé. Oui. C'est encore en développement. Généralement, quand c'est encore en développement, les trucs coûtent tellement cher. Après, c'est beaucoup d'écrans. Ouais, quand t'as la qualité comme ça, oui, effectivement, ça doit être très cher. C'est ça. Et donc, alors, là, j'ai devant moi un article qui est formidable de Numérama. Donc, je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment le futur du fond vert, entre guillemets, parce que il y a même plus de fond vert. Ça a disparu dans la série The Mandalorian. Qu'on soit adepte de Star Wars, qu'on aime pas, qu'on aime la science-fiction, qu'on n'aime pas, qu'on soit adepte de Disney ou pas, je vous conseille quand même d'aller voir cet article Numérama Pop Culture, comment The Mandalorian a révolutionné le fond vert, parce que c'est quand même une avancée massive dans l'effet spécial au cinéma, c'est qu'il n'y a aucun fond vert. Tout est numérique sans fond vert. Et donc j'ai dit juste un écran derrière, mais en fait c'est aussi un écran au-dessus avec le ciel qui est simulé. Donc là j'ai des images devant moi et c'est assez formidable. Donc allez voir sur Numérama, et il y a aussi une vidéo YouTube, c'est The Virtual Production of The Mandalorian. Voilà. Je vais regarder, ça m'a l'air intéressant. Et si vous avez Disney+, il y a un épisode, du coup, si vous avez vu The Mandalorian, sur Disney+, il y a un épisode bonus de The Mandalorian qui est making of, justement, de cette technologie, de Stagecraft. Peut-être pourtant, il nous reste 5 minutes, Anton, j'aimerais bien... Ouais, ça passe vite. J'ai envie de terminer avec cette anecdote. Vas-y. J'ai vu, du coup, dans cet épisode de Mandalorian, quelque chose qui était assez formidable. Bon, là, on est de retour sur l'uniquement numérique. Donc, tu vois, c'est le livre de la jungle. Le livre de la jungle, c'est que du fond bleu. Oui. Et en fait, ça a été... après le livre de la jungle, il y a eu... Enfin, le livre de la jungle, il y avait que du fond bleu et un acteur, du coup Mowgli. Mhm. Et après le livre de la jungle, il y a eu le Roi Lion. Et le Ouais. Roi Lion, ça c'est uniquement numérique. Tu sais, le Roi Lion en live action. Ouais, le live action. Entre ouais. guillemets live action, quoi. Donc c'est plus du dessin animé, mais c'est de l'animation 3D. Oui. Et en fait, ils ont recréé avec la même technologie que la technologie de la réalité virtuelle, tu vois, avec les casques. Ils ont recréé un environnement. Le directeur photo avait le casque VR Mhm. de réalité virtuelle, et du coup, il se baladait dans l'environnement qui était créé en 3D. C'est trop beau. Et il y a un truc qui m'a bluffé, c'est que les plans, tu vois, on peut dire, ok, ils sont numérisés par ordinateur, mais pas du tout. Le seul truc tangible dans ce film, c'est les plans. En fait, les plans sont réalisés par un caméraman Ouais. dans
l'univers VR. Oh, c'est incroyable. En gros, t'as le fond bleu, t'as le caméraman, Oui. t'as les capteurs du coup pour de mouvement, et en fait la caméra filme l'univers virtuel créé pour le film. C'est trop stylé. Et il a ses plans, et il fait ses plans, il se balade dans rien, mais la caméra filme tout. Ouais, Et c'est je trouve ça honnêtement, formidable. c'est plutôt formidable. Ben, il y a, honnêtement, ouais, c'est vraiment. Je trouve que l'évolution qu'on a est plutôt intéressante. Et puis elle nous permet tellement d'être créatifs et de faire beaucoup de choses. Donc c'est en soi, c'est vrai qu'on avait été négatif un peu il y a 2 semaines, mais l'intérêt quand même à la fin, c'est d'être créatif, c'est de développer beaucoup de choses et d'être en fait de pouvoir vraiment exprimer un message ou exprimer une idée, un plan qu'on aimerait avoir, alors qu'avant c'était tellement compliqué de faire. Maintenant c'est plus facile, on a vraiment on a plus de possibilités de donner 100% de nos envies créatives et de les développer, quoi. Donc ça Ouais, reste carrément. positif, je trouve. C'est positif, mais le mot de la fin, ce sera faire attention avec tout ça. J'ai envie de dire, c'est super positif parce qu'il y a plein d'avancées, qu'on arrive sur des trucs où il y a un univers qui est possible, il y a de la création possible, à des trucs où il y a seule notre imagination peut nous stopper, tu vois, j'ai l'impression. Oui. Ceci dit, il faut faire attention aussi à comment est-ce que tu gères le numérique pour pas trop en faire, quoi. Oui. Il y a toujours ce truc-là de, on peut en faire trop, ça peut être du dégueulis. Tu vois, par exemple, dans les films du studio Marvel, qui sont assez controversés par les cinéphiles, parce que voilà, c'est que du fond vert, parce que c'est que du numérique. Faut faire attention à la surdose, je pense, C'est ça. d'effets spéciaux. Oui. Moi, j'aime le cinéma où il y a du palpable quand même. Je suis d'accord avec toi parce qu'en plus ça peut se voir quand c'est que du numérique et puis ça, même si tu évolues pour utiliser des méthodes qui pourraient ne pas se voir, ça reste quand même une façon de faire en fait des fois qui est pas non plus faut pas trop en faire. Je pense que dans la vie il faut savoir être modéré Mhm. pour tout. Donc même dans le cinéma il faut savoir être modéré dans les effets spéciaux. Mais je pense qu'il y a un sujet qu'on devrait une autre émission parce que bah, là on n'a plus le temps, qui pourrait être aussi abordé en rapport avec les effets spéciaux et la façon, l'évolution aussi, c'est le dessin animé. Exactement. Le dessin animé a apporté énormément aussi dans toutes les créations, je pense, d'effets spéciaux. Et même, il y a eu son propre évolution sur la façon de faire et de créer des dessins animés. Et ça pourrait être intéressant d'en aborder aussi dans une prochaine émission. Avec grand plaisir. Faire la même chose, mais du point de vue dessin animé. Avec grand plaisir. Ce sera le mot de la fin, soyons modérés. Éternellement Créons. modéré. Créons, avant tout, créons, ça sera toujours le mot de l'émission du Cons. Il est 9h58 et 10 secondes, très exactement. Anton, merci de t'être déplacé. 9h c'est tôt, comme le disait Antoine Lemaire, mais merci de t'être déplacé. Bah, merci à toi. Toujours un plaisir de venir à Oui. l'émission. Merci à vous d'avoir suivi l'émission du Cons. J'espère que vous avez passé un bon réveil. Je vous laisse avec Jean-Marc et l'émission Débit de lait. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Campus.